Et voilà, je crois que ça y est, on est connecté. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire. Bonjour Cyril, bonjour Yann. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour discuter un petit peu de cette thématique toujours passionnante sur comment créer ou commencer à constituer un patrimoine en optimisant sa fiscalité. On va attendre encore peut-être une petite minute que les gens continuent de se connecter et puis on commencera si c'est bon pour tout le monde. Parfait. Ça nous va. Super. Ah, je vois que ça continue de se connecter. Bon, je vois que ça s'est bien connecté. Je vous propose de commencer dès maintenant. Alors, merci encore une fois à tout le monde d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. Le titre du webinaire, très important pour nous parce que c'est vraiment comme ça qu'on essaye d'aborder la thématique. Réduire ses impôts, une première étape vers la création de patrimoine. Comme vous le savez, Neofa organise des webinaires tous les mois maintenant pour essayer de vous donner et de mieux comprendre son épargne pour que tout le monde puisse avoir accès à un maximum d'informations sur comment créer, développer ou gérer son patrimoine. Neofa, aujourd'hui, a pour but non seulement de vous aider à créer, développer et gérer votre patrimoine, mais également à trouver les conseillers, les meilleurs conseillers qui vont pouvoir vous aider à faire tout ça. On a la chance aujourd'hui d'avoir deux personnes qui sont membres de la communauté Neofa, que sont Cyril et Yann, qui vont justement nous aider à mieux comprendre pourquoi et comment optimiser sa fiscalité peut nous amener à commencer à constituer son patrimoine. J'invite peut-être Cyril à se présenter brièvement pour nous dire un petit peu qui il est et puis… Je commence. Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Cyril Gerbert. Donc pour vous donner un aperçu de mon parcours rapidement, moi j'ai travaillé une dizaine d'années en banque d'investissement. Je me suis ensuite dirigé vers la gestion de patrimoine pour avoir un master un peu plus global de ma profession. Et donc aujourd'hui je suis conseiller en gestion de patrimoine pour le cabinet Honoré Gestion Privée, qui est un cabinet situé à Paris et qui accompagne ses clients sur toutes les thématiques d'épargne, à savoir les investissements financiers, immobiliers, et à chaque fois avec une casquette fiscale pour accompagner l'ensemble des investissements et l'ensemble de nos clients. Parfait. Cyril, je crois qu'on ne t'entend pas super bien. Donc, si tu peux te rapprocher un petit peu du micro ou si tu as des écouteurs, peut-être ça peut être plus facile. D'accord. Yann, vous m'entendez mieux là? Un petit peu mieux, oui. D'accord. Yann, à ton tour, tu peux te présenter, s'il te plaît. Eh ben, bonjour à tous. Écoutez, moi j'espère que vous m'entendez. Vous ne me voyez pas. Quelques petits problèmes techniques. J'espère on pourra les résoudre en cours de route. Moi, pour me présenter, je suis effectivement, j'ai créé mon cabinet de conseil en gestion de patrimoine en 2015. Je suis sur la région de Montpellier. J'ai une expérience assez diverse auparavant, mais j'ai essentiellement travaillé dans les métiers, des secteurs de l'immobilier et du conseil. Voilà, l'idée aujourd'hui, effectivement, c'est d'accompagner nos clients sur une approche globale, pouvoir leur apporter un conseil effectivement pertinent sur différentes thématiques. Voilà dans les grandes lignes. Parfait. Merci beaucoup, Yann. Alors, d'abord, j'aimerais commencer par une petite introduction. Donc, comment va se dérouler ce webinaire? On l'a fait un petit peu différemment des dernières fois. La première chose, c'est qu'on va rappeler un petit peu quelques bases fondamentales sur la fiscalité française. Alors, ça peut paraître, on va dire, basique, comme son nom l'indique, mais c'est très important, je pense, de bien avoir ces bases en tête. Ensuite, on a préféré aborder cette thématique en donnant exactement des cas particuliers qui ont été traités par Cyril et par Yann pour que vous puissiez tous
à un moment donné, vous identifiez et potentiellement matérialiser ce que vous allez pouvoir, ce que vous pourriez potentiellement envisager de faire avec Cyril, Yann ou d'autres conseillers également. Évidemment, tout ça via la plateforme Neofa. Donc, première chose, peut-être Cyril, est-ce que tu pourrais nous rappeler peut-être les bases de la fiscalité en France? Il y a 3 impôts qui, je pense, 3 impôts individuels, directs, qui, je pense, sont très importants en France et qui constituent la grande majorité de ce qu'on essaye d'optimiser au travers les différents dispositifs qui existent. Bien sûr, alors je vais essayer d'être assez bref. Alors j'ai l'impression que j'ai un peu de l'arsène. Est-ce que c'est mieux là ou pas? C'est un petit peu mieux, oui. C'est un petit peu mieux. D'accord. Bon, Oui, ok, je vois parfait. qu'il y a des pouces, Alors, il y a des effectivement, pouces qui viennent. comme tu viens de l'énoncer, hein, on a 3 grandes catégories d'impôts en France, que sont l'impôt sur les revenus, l'impôt sur les successions et l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. C'est vrai qu'on a tendance, dans les croyances communes, à taper un petit peu sur la fiscalité française. Il faut savoir qu'au niveau de l'impôt sur le revenu, on est parmi les pays qui imposent le plus, mais il y a pire que nous. Ça, c'est déjà une première chose à voir. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de pistes d'optimisation qui sont possibles pour les résidents fiscaux français, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays, qu'on a un certain nombre de niches fiscales et de solutions à apporter à nos clients pour réduire ou optimiser leur fiscalité sur ces 3 grandes catégories, donc impôt sur le revenu, encore une fois, impôt sur les successions et IFI. Pendant ce webinaire, on va essayer notamment de prendre des cas concrets sur la partie impôt sur le revenu. Parfait. Merci beaucoup pour ces quelques précisions. Et donc, c'est vrai qu'il y a il y a quand même une croyance, et ce n'est pas qu'une croyance, puisque tu l'as dit, l'impôt sur le revenu est connu en France pour être un des plus élevés qui existent en Europe, peut-être même dans le monde. La réalité, c'est que adossé à cet impôt sur le revenu qui est important, il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui vont permettre d'aménager cet impôt sur le revenu, voire même l'impôt sur les successions et aussi l'IFI, j'imagine. Un point également que tu as mentionné et qui est important de rappeler, c'est que ce n'est pas forcément le cas ailleurs, hein, soit dit en passant. Donc, il faut s'estimer un minimum heureux, en tout cas, d'avoir ces options-là. Je rappellerai également une autre chose parce que des fois, optimiser son argent en France, ou optimiser sa fiscalité en France a une connotation qui peut être négative. J'aimerais juste qu'on soit clair sur ce que veut dire optimiser sa fiscalité. Optimiser sa fiscalité, c'est en gros, donc pourquoi il y a une fiscalité? Il y a une fiscalité pour que le gouvernement, l'État puisse offrir différents services. Et pour ça, ils vont aller prélever des impôts auprès des habitants et des résidents de ce pays. Mais en fait, optimiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu de donner cet argent à l'État, on va l'investir dans des entreprises, dans des immeubles ou autres, qui eux-mêmes vont créer de la valeur et vont permettre de créer de l'emploi ou de l'activité en France, et donc, d'une certaine façon, vont participer à générer plus de valeur en France. Je voulais rappeler ça parce que je pense qu'il y a souvent une image un petit peu négative sur ce qu'est l'optimisation fiscale. Un point important peut-être, Yann, que j'aimerais discuter avec toi également. Donc, Cyril parlait de dispositifs qui te permettent d'optimiser ta fiscalité. En fait, il y en a pas mal, non, de ces dispositifs. Et comment faire pour sélectionner le bon et pour s'assurer que ça correspond bien à notre profil?
Effectivement, oui, il y a des dizaines de dispositifs de ce qu'on appelle régulièrement les niches fiscales et je vais dans ton sens quand tu dis qu'effectivement on parle bien d'optimisation et pas d'évasion fiscale. Et ces dispositifs, ils sont de 2 types. Un qui va, on va parler du service à la personne. Ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît à peu près. Je vais faire travailler quelqu'un chez moi et grâce à ça, je vais avoir une économie ou un crédit d'impôt. Et ça a effectivement pour vocation à soutenir le marché de l'emploi ou à soutenir certains secteurs. Évidemment, ce n'est pas ceux-là qu'on va aborder ce soir, puisque les dispositifs sur lesquels on va travailler, ils ont plutôt vocation effectivement à la fois à optimiser cette fiscalité et à pouvoir créer du patrimoine. Voilà. Il ne faut pas perdre de vue que l'optimisation fiscale ne doit pas aveugler non plus les gens et dire voilà, c'est à quoi ça sert et comment moi je vais pouvoir créer de la valeur et peut-être effectivement apporter ma pierre à l'édifice en termes de vision sociétale, tout simplement. Voilà. Et si je peux juste rajouter également, une chose, c'est que dans des stratégies patrimoniales, il faut aussi avoir conscience que l'optimisation fiscale, la réduction d'impôts ne doit pas être l'objectif premier. D'accord ? On va quand même présenter des stratégies patrimoniales dans un but de création de patrimoine à moyen terme, à long terme, avec, quand c'est possible, encore une fois en fonction des multiples dispositifs, essayer d'optimiser au mieux l'imposition qui en découle. Et encore une fois, l'objectif là, c'est véritablement de la création de patrimoine à terme. Et pour aller dans ton sens, Cyril, effectivement, ça ne doit pas être le premier objectif, premièrement. Et deuxièmement, effectivement, comme on le disait, il y en a beaucoup. Et nous, notre métier, c'est de trouver celles qui vont bien à chacun de ces individus. Voilà, on va en évoquer quelques-unes ce soir, mais l'idée, c'est vraiment, nous, notre travail, c'est de faire de sur-mesure et pas d'arriver avec une solution toute faite pour chacun des gens, des personnes qu'on rencontre. D'où l'important de passer par Neofa pour trouver le bon conseiller qui va vous permettre justement de trouver les bons dispositifs. Ils sont là. C'est très important. Ce que je vous propose, messieurs, c'est de rentrer tout de suite dans des cas concrets, puisque c'est pour ça qu'on est là et c'est encore une fois, je pense, la thématique de ce webinaire. L'idée est vraiment de vous montrer un petit peu qu'est-ce qui a été fait pour quels objectifs, quel type de personnes. Donc, Cyril, là, on a un cas que tu as traité dernièrement. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'infos sur qui étaient les personnes qui sont venues te voir et quels étaient leurs objectifs? Bien sûr. Alors, il faut savoir un point important, c'est que tous les cas qu'on va évoquer aujourd'hui avec Nicolas, avec Yann, sont donc des cas concrets qu'on a traités, qu'on a vraiment traités, et que bien sûr, chacun de ces cas doit pouvoir s'adapter encore une fois aux objectifs et aux situations de tout à chacun. Alors, sur le premier exemple qu'on a sous les yeux, donc c'était un couple marié d'une quarantaine d'années avec 3 enfants et avec des revenus conséquents. On avait un revenu imposable de l'ordre de 178 000 euros et donc un foyer fiscal qui était sur une tranche marginale d'imposition de 41%. Alors, quand ces personnes sont venues me consulter, on a bien évidemment discuté de leur situation, de leurs besoins et surtout de leurs objectifs qui étaient assez clairs et donc qui étaient les suivants, à savoir, dans un premier temps, essayer autant que possible de réduire leur niveau d'imposition. Ensuite, trouver une solution avec laquelle on pouvait faire travailler leur épargne disponible. C'était un couple qui avait une certaine épargne placée sur des livrets que l'on connaît tous, livrets à LDD, PEL, donc des livrets assez peu rémunérateurs finalement, surtout avec le niveau d'inflation qu'on a actuellement. Donc, trouver une solution dans laquelle on pouvait faire travailler de manière intelligente leur épargne, tout en prenant en compte leur aversion au risque. Et enfin, dernier objectif, également un souci de préparer leur retraite, parce que c'était des gens qui étaient conscients, comme la plupart d'entre nous aujourd'hui, que le système de retraite par répartition qu'on connaît en France, qu'on a connu jusqu'à 13 ans, était de plus en plus obsolète et que c'était très important de penser retraite par capitalisation et donc de mettre en place des solutions par soi-même pour essayer de maintenir le niveau de vie lors du passage à la retraite. Donc ça c'est un point qui est très important que tu mentionnes, Cyril, ici. Il y a quand même de plus en plus de gens
qui prennent conscience que le système de retraite actuel, il n'est peut-être pas en super forme et qu'il vaut mieux se protéger avant, quand on est actif, pour pouvoir maintenir une retraite intéressante. Tout à fait. Juste un point important qui sont tout simplement des statistiques. Aujourd'hui, on remarque que pour des personnes qui sont en salarié toute leur vie, le taux de remplacement, donc le niveau de retraite qu'ils vont percevoir à la fin de leur carrière, sera de 30 à 40% de leur dernier revenu pour des personnes qui auront été salariées toute leur vie. Donc, on voit qu'on a une baisse assez importante des revenus et donc du niveau de vie au passage à la retraite. Et c'est primordial de mettre des solutions en place pour essayer de maintenir le niveau de vie lors de cette étape de passage à la retraite. D'accord, ok. Autre point très important, donc il me semble que pour ce couple-là, tu as décidé de partir sur une solution assez connue, mais malgré tout nouvelle, puisqu'il a remplacé des contrats existants qui étaient un PER. Est-ce que tu peux nous expliquer les grands principes du PER et nous dire un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients? Bien sûr. Alors, effectivement, donc j'ai emmené ce couple avec enfant donc sur une solution, donc sur un PER, donc le nouveau plan d'épargne retraite, donc qui a été mis en place en 2019 avec la loi Pacte pour remplacer notamment les anciens dispositifs multiples qui étaient plus ou moins complexes, les PERCO, les PERC, les PERE. Et donc, ce nouveau dispositif PER a été instauré, donc, comme je le disais, en 2019. Comment ça fonctionne? C'est assez simple, en fait. C'est donc une enveloppe sur laquelle vous allez pouvoir épargner pour votre retraite, ça c'est important de l'avoir en tête, en faisant en fait des versements, soit de manière ponctuelle, soit de manière régulière, avec ce qu'on appelle des versements programmés. Donc sur une enveloppe qui pourrait s'apparenter par exemple à un contrat d'assurance vie. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des supports comme des fonds euros ou des unités de compte. Donc vous allez investir soit en gestion libre, soit en gestion pilotée, en fonction de votre aversion au risque, en fonction de vos velléités et des objectifs de rendement que vous pourriez avoir. Donc ça, c'est le fonctionnement basique. Donc, c'est des versements, de l'épargne destinée à votre retraite. En termes de sortie, comment ça se passe? Donc, au moment de votre retraite, vous avez la possibilité donc, de jouir de votre épargne, de récupérer votre épargne sous plusieurs méthodes. Soit vous pouvez récupérer votre épargne en capital, donc en une seule fois, soit sous forme de rente viagère. Ou alors un mix des deux, un petit peu de capital, un petit peu de rente viagère. Alors, ça, c'est pour le fonctionnement classique du PER. Il faut savoir, encore une fois, que l'objectif premier de cet outil, c'est vraiment épargner pour la retraite. Cependant, le législateur a prévu, bien entendu, des cas de sortie par anticipation. Alors, sur ces sorties par anticipation qui apportent une certaine flexibilité, somme toute, à cette enveloppe, on va en avoir plusieurs. Dans un premier temps, tout ce qu'on appelle les accidents de la vie. Donc, les accidents de la vie, ça va être le décès du conjoint, l'invalidité du titulaire ou d'un parent, le surendettement, la fin des droits au chômage, etc. Et nouveau point qu'on a au niveau du PER, c'est que vous allez avoir la possibilité de débloquer ce PER par anticipation pour l'acquisition de votre résidence principale. Donc ça, c'est un point important. Cela dit, encore une fois, il ne faut pas ouvrir un PER avec pour objectif de se dire je vais le débloquer dans 5 ans pour acheter ma résidence principale. Encore une fois, l'objectif premier, c'est véritablement d'épargner pour la retraite. Et oui, je pense que parce qu'en termes de fiscalité, les sorties par anticipation peuvent être relativement compliquées à appréhender. Oui, je pense que c'est un point qui est très important, que je t'interromps et sur lequel tu insistes aussi. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on comprenne tout ça. Le plan d'épargne retraite, ça s'appelle un plan d'épargne retraite parce que c'est destiné à la retraite. C'est-à-dire que si cas exceptionnel, oui, on pourrait le débloquer.
mais ça a des conséquences qui vont probablement annihiler tous les bienfaits qu'il y a eu de mettre de l'argent dans ce PER auparavant. Donc, il faut bien garder en tête que chaque niche ou chaque on va dire, dispositif qui vous permettent d'optimiser vos impôts vont avoir des objectifs. Celui-là, le PER, c'est de préparer sa retraite. Et donc, je reprends ce que tu dis, mais il ne faut pas envisager de mettre de l'argent dans un PER pour gagner un petit peu d'impôts aujourd'hui. Et on se dit, de toute façon, dans 3 ans, je le débloque pour acheter ma résidence principale parce qu'on va avoir le double effet qui se coule et on va se faire taxer un petit peu partout. Donc, ce n'est pas l'idéal, je pense. Exactement. Et donc, justement, l'idée, c'est de bien maîtriser cette fiscalité. Et en fait, justement, la fiscalité d'un PER, c'est important d'en parler. On va voir les avantages que cela peut apporter. De prime abord, elles peuvent paraître assez complexes. Pourquoi? Parce qu'on va distinguer une fiscalité sur les versements à l'entrée, une fiscalité à la sortie, quand vous récupérez votre épargne, soit sous forme de capital, soit sous forme de rente, une fiscalité en cas de sortie anticipée, comme on vient de le dire, et donc c'est important de bien maîtriser tous ces systèmes fiscaux. Le principal avantage du PER d'un point de vue fiscal, c'est le suivant, c'est que en général, vous allez opter pour l'option de fiscalité optimisée à l'entrée, à savoir tous les versements que vous allez faire sur votre PER vont être déductibles de vos revenus imposables de l'année N. Ça veut dire quoi concrètement? Vous faites des versements en année N sur votre PER que vous allez déduire sur votre revenu imposable et donc ce qui va découler d'une réduction d'impôt en année N+1. Ça veut dire que aujourd'hui, je verse 10 000 euros sur mon PER. J'ai tout de suite 10 000 euros de crédit d'impôt. 10 000 euros de réduction des revenus imposables. D'accord, de réduction des revenus imposables. Voilà, c'est très important de préciser. Sur des dispositifs, certains vont apporter une réduction d'impôt directement, d'autres vont apporter une réduction sur les revenus imposables. D'accord. Et donc, si je peux, donc le PER est un dispositif qui va nous permettre de forcer un petit peu d'épargne et donc de constituer un petit peu d'épargne et un patrimoine. Derrière, va nous permettre d'avoir un impact fiscal direct et tout de suite pour bénéficier, on va dire, d'impôts optimisés dans la même année. Tout à fait. En fait, ça va vous permettre, donc, dans un premier temps, d'épargner pour votre retraite avec une gestion active, donc un couple rendement de risque relativement efficace, et derrière, donc, une réduction d'impôt en N+1 qui peut en fait s'apparenter à une avance de trésorerie. C'est une réduction d'impôt en fait qui va partiellement financer votre investissement sur le PER. D'accord. Vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Très bien. Donc, on a également, donc je pense que concrètement, ça serait bien, Cyril, que tu nous exposes un petit peu la solution proposée. Voilà. Eh bien, écoutez, on va passer sur le slide suivant. Hop. Voilà, le cas concret donc, que j'ai proposé à mes clients, donc à savoir donc l'ouverture d'un PER chez Ageas, donc, qui est un assureur hollandais, mais bien entendu tous les assureurs proposent ce type de dispositif. Et donc ce versement était de l'ordre de 30 000 euros donc, sur le PER. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça a apporté aux clients? Donc le fait d'investir 30 000 euros, ça nous a permis en fait de réduire tout de suite, donc en année N, le revenu imposable. C'est-à-dire qu'on est passé d'un revenu imposable de 178 000 euros à 148 000 euros. Et en fonction de la tranche marginale d'imposition, ce qui a donné immédiatement une réduction d'impôt de l'ordre de 10 000 euros. Donc, on a là les 3 objectifs qui sont remplis, à savoir diminution de l'impôt sur le revenu, utilisation de l'épargne en investissant sur des supports multiples avec une gestion active qui permet d'aller chercher la meilleure rentabilité en fonction, encore une fois, de l'aversion au risque du client. Et également la préparation à la retraite en épargnant pour essayer de maintenir le meilleur niveau de vie lors du passage à la retraite. Yann, j'ai une question pour toi ici sur la solution proposée par
par Cyril. Moi, il y a deux choses qui sont importantes, alors, mis à part tout ce qu'on vient d'expliquer sur le PER, mais deux choses vraiment qu'il faut maîtriser. C'est-à-dire qu'on parle souvent de TMI, mais la TMI, c'est la tranche. Est-ce que tu peux me donner une définition un peu plus claire entre la TMI et le taux de prélèvement à la source? Parce que ça fait toujours peur de se dire TMI 41%. Oui, bon, à la fin, c'est 19% global sur les revenus. Donc, Oui, effectivement, le barème de l'impôt sur le revenu est pas toujours simple à appréhender pour les non-initiés. On appelle ça un barème progressif, en fait. Si vous gagnez 50 000 euros, bah, de 0 à 10 000 euros, les 10 000 premiers euros ne sont pas taxés. Puis après, de 10 000 jusqu'à 26 000 à peu près, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Cyril, on doit être autour de 11%. Et après, on passe dans la tranche à 30%. Et ainsi de suite, en fait, jusqu'à atteindre la tranche des 45%. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, l'intégralité de vos revenus n'est pas taxée à votre tranche d'impôt. Si vous êtes dans la tranche à 30%, c'est pas pour autant effectivement que vous serez taxé sur l'ensemble de vos revenus à hauteur de 30%. De la même manière, changer de tranche ne veut pas dire une augmentation phénoménale de votre impôt sur le revenu. C'est juste que, en fait, chaque nouvel euro que vous gagnerez sera taxé dans cette tranche. Voilà. À partir du moment où vous êtes dans la tranche à 30%, eh ben, chaque nouvel euro que vous gagnez est taxé à hauteur de 30%. d'accord. Donc, si je résume, avantage, donc je rappelle que le PER peut être ouvert auprès d'une banque ou d'une assurance. Yann, il n'y a pas de différence PER banque, PER assurance, c'est pas… Non, après c'est vraiment effectivement, nous, on est là pour accompagner nos clients aussi sur la meilleure solution et où est-ce qu'on va aller chercher tel ou tel PER, puisque c'est aussi en fonction du profil du client. Ce qu'on pourrait ajouter par rapport effectivement à l'accompagnement, c'est que nous, on travaille en architecture verte, donc on va vraiment chercher la solution qui correspond le mieux au client, que ce soit effectivement dans tel ou tel établissement. Cyril en a cité un, mais voilà, on travaille, comme il l'a dit, avec d'autres organismes et c'est pareil, l'accompagnement qu'on apporte à nos clients, qui est d'aller chercher le contrat qui leur correspond à eux. D'accord, ok. Donc, PER, solution financière, on va dire, pour essayer d'optimiser tout en constituant un patrimoine et préparant sa retraite. C'est exactement les objectifs que les clients et le couple qui sont venus te voir avaient. Il y a évidemment d'autres dispositifs. Alors, je vous le dis tout de suite, on n'arrivera pas à tous les voir, mais ça va être compliqué. Mais Yann, tu voudrais peut-être nous présenter l'histoire de personnes qui, eux, ont choisi plutôt une thématique immobilière pour remplir leurs objectifs. Est-ce que tu peux nous présenter ces personnes, s'il te plaît? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai rencontré effectivement un couple récemment, un couple marié, pacsé, excusez-moi, cadre tous les deux dans la grande distribution, donc salariés, avec des revenus effectivement d'environ 75 000 euros par an et un montant d'impôt un peu en dessous des 6 000 euros. Donc c'est vrai qu'en fait, leur objectif, comme tout un chacun quasiment en France qui paye de l'impôt, c'est de dire j'ai envie d'optimiser cette fiscalité, je veux me constituer du patrimoine aussi sur le long terme et entre autres, effectivement, ils avaient comme objectif, parce que c'est aussi un objectif qui revient très régulièrement, de préparer leur retraite, comme l'évoquait Cyril. Là, pourquoi effectivement on aborde la thématique immobilière avec ces personnes-là? C'est parce qu'effectivement, ils ont devant eux une vingtaine d'années avant la retraite. Et effectivement, l'immobilier, ça reste un investissement de long terme. On va évoquer les solutions voilà, sur lesquelles on peut travailler en termes d'optimisation fiscale. Mais tu l'évoquais tout à l'heure, Nicolas, c'est qu'à chaque solution effectivement de réduction, de défiscalisation, de crédit d'impôt qu'on va pouvoir mettre en place, il y a effectivement des contraintes, des avantages. Il faut être conscient des engagements qu'on prend, que ce soit sur le PER qui est bloqué jusqu'à la retraite, sur d'autres types de solutions. Et donc, effectivement, le souhait de ces clients, c'était entre autres d'investir dans l'immobilier, en plus des objectifs qui sont évoqués ici. Voilà. On va aborder du coup, hop, voilà, quelque chose qui est Donc assez toi, connu, tu effectivement. as décidé pour ces clients-là qui sont venus avec les objectifs que je rappelle ici, optimiser la fiscalité, préparer leur retraite, constituer et valoriser et diversifier un capital sur le long terme, tu as décidé de travailler plus sur une loi Pinel. Alors pourquoi loi Pinel? C'est
c'est un dispositif qu'on entend quand même assez régulièrement, c'est quelque chose d'assez connu. Est-ce que tu peux nous en donner un petit peu les principes et nous dire quels en sont les avantages et les inconvénients? Et effectivement, bah, le principe de ces lois de défiscalisation, alors qui sont effectivement connues, le nom est souvent connu et retenu par le grand public, que ce soit la loi Pinel ou d'autres qui ont pu effectivement exister par le passé. C'est vrai que déjà le principe de ces lois qui existent depuis plusieurs dizaines d'années, effectivement, a pour vocation sur celle-là, de générer, de construire en fait du logement sur des zones tendues, sur des zones où il y a effectivement un fort manque de logement et une tension locative importante. Hem, il y a effectivement des zones qui sont déterminées pour ça et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Pourquoi l'État va effectivement offrir cet avantage fiscal à l'épargnant? Bah, c'est tout simplement parce que ça génère effectivement de l'emploi. Ça génère, on va se le dire, l'État fait un cadeau effectivement, entre guillemets, à l'épargnant, mais il y a 20 de TVA sur un logement. Donc on génère aussi de la recette fiscale. Par contre, effectivement, bah, l'épargnant va pouvoir, lui, se constituer un patrimoine en réduisant ses impôts. Voilà. Alors, effectivement, une fois qu'on a dit ça, c'est que il va investir dans un logement, dans une de ces zones qui est déterminée et va effectivement s'engager à louer sur une certaine durée. En fonction de cette durée d'engagement, il bénéficiera effectivement d'une réduction d'impôt sur la durée de cet engagement qui sera proportionnelle au montant du bien acheté. Voilà. Il y a différentes durées d'engagement. Il faut effectivement respecter aussi un plafond de loyer, un plafond de ressources du locataire. Voilà. Mais c'est effectivement à la fois une constitution de patrimoine immobilier et de réduction d'impôt. J'ajouterais un élément important et fondamental, c'est que pourquoi l'immobilier est intéressant, c'est un des aspects parfois qu'on oublie un petit peu dans l'immobilier, c'est qu'effectivement, qu'on va ajouter au principe de la loi Pinel, c'est qu'on va emprunter, on va évoquer les chiffres après, mais on va emprunter la somme qu'on investit. Le grand intérêt aujourd'hui, c'est que vous allez chercher de l'argent que vous n'avez pas, vous allez le payer peu cher parce que les taux d'intérêt sont bas et vous allez le coût de cet emprunt et le coût de ce capital va être remboursé en partie par quelqu'un d'autre, votre locataire et l'État par le biais du crédit d'impôt, de la réduction d'impôt, excusez-moi, pour être précis. Donc, on peut dire que deux avantages principaux. Un, c'est qu'on va constituer en patrimoine, oui, en forçant un petit peu d'épargne, mais on va leverager, on va multiplier cet effet de constitution de patrimoine grâce à l'emprunt, à l'endettement qu'on va avoir. On n'est pas obligé, mais aujourd'hui, on peut le faire avec des taux assez intéressants. Tout à fait. Et deuxièmement, on a une réduction d'impôt qui va s'étaler sur le temps. Est-ce que Exactement. D'accord. Et ça, Tu traduis bien. d'accord, c'est parfait. Donc, je rappelle que c'est une solution qui peut s'adapter et qui a été mise en place, et tu l'as très bien dit tout à l'heure. C'est également pour permettre à des zones où il y a un petit peu moins d'habitations de fournir des habitations avec des loyers raisonnables pour que les gens puissent avoir et puissent y habiter de manière correcte. Effectivement. Je précise sur cette notion de zone d'ailleurs, parce que tu dis un peu moins d'habitation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'habitation. Ouais. C'est souvent des grandes villes où il y a beaucoup d'habitation, mais par contre, effectivement, il n'y a pas forcément la réponse à la demande locative qu'il y a en face. Voilà, j'apporte cette précision. Parfait. Donc, tu as proposé une solution et je pense que c'est très important que tu nous expliques un petit peu cette solution. Oui, tout à fait. Alors, en quelques mots, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Et l'idée, c'est que si jamais, effectivement, on a des gens qui nous écoutent, qui ont envie d'approfondir le sujet et ce qu'on évoque ici en termes de chiffres, on pourra le faire ensemble et on est là pour ça. Alors, effectivement, comme je le disais, pour faire très simple, c'est que vous allez vous allez emprunter, vous allez avoir un crédit et vous allez avoir différentes charges qui sont liées à la propriété immobilière, une taxe foncière, des charges de copropriété, ce genre de choses. Et puis, vous allez avoir un loyer. Alors, quand on met tout ça bout à bout et puis qu'on tient compte de cette réduction d'impôt, effectivement, cet investissement va vous amener à épargner un peu moins de 500 euros par mois sur 12 ans, donc 480 euros par mois. Vous allez bénéficier effectivement d'une réduction d'impôt de 4 720 euros pendant 9 ans. Alors,
pour parler dans les grandes lignes aussi, c'est que cette réduction d'impôt, elle est proportionnelle donc au prix d'achat du bien. Là, on est sur une enveloppe d'environ 220 à 230 000 euros, une enveloppe d'acquisition de ce montant-là. Donc, vous avez cette réduction d'impôt de 4 720 euros pendant 9 ans et un petit peu moins sur les 3 dernières années, 2 360. Donc, ça fait effectivement une réduction d'impôt globale de 50 000 euros. J'ajouterais que effectivement, ce sont les conditions actuelles et pourquoi c'est intéressant de parler de la Pinel aujourd'hui, comme ça l'a été précédemment, c'est que effectivement, elle est amenée à évoluer avec des taux de réduction d'impôt qui vont se réduire. Donc c'est l'année aussi où faut parler de ça. Alors, effectivement, au bout de 12 ans, grâce effectivement à cette épargne que vous avez mis de côté dans ce projet immobilier, vous serez constitué un capital de 126 000 euros. Voilà. D'accord. Donc, ouais. Dis-moi. Avec un investissement qui est beaucoup moins important, parce qu'on part du principe que dans 12 ans, on revend le bien au même prix, ce qui probablement n'est pas le cas. On pourrait espérer même une petite amélioration, un meilleur prix. Mais si on part du principe que le bien est revendu au même prix, nous, en fait, c'est quoi? On a investi en termes d'épargne nous-mêmes 50 000 euros ou 60 000 euros. Et derrière, on a gagné 60 ou 50 000 euros, c'est ça? C'est ça. C'est qu'on a donc 480 euros. Effectivement, c'est le slide d'après, mais on a 480 euros qu'on a épargné sur 12 ans. Voilà, c'est là, excuse-moi. Voilà. Et donc, on a 69 000 euros. On a dépensé 69 000 euros. Et donc, effectivement, le schéma simple que tu viens d'évoquer, c'est de dire je revends le bien, effectivement, au prix d'achat. Pareil, on ne va pas partir en conjecture, savoir que sera le marché immobilier dans 12 ans, est-ce qu'il aura pris de la valeur ou pas. Voilà, on n'est pas capable de l'affirmer avec certitude. Ceci étant dit, on voit qu'effectivement, en le revendant ne serait-ce qu'à son prix d'achat, on a généré un capital de 126 000 euros. Pourquoi? Parce que le prix d'achat moins le capital restant dû à la banque, effectivement, ça fait 126 000. On a dépensé 69 000. On a donc eu un gain de 57 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a financé 50% du capital, seulement 45% a été financé par quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, on le met en bas ici, c'est que ça correspond effectivement à un taux de rendement. Si vous deviez placer ces 480 euros aujourd'hui sur un produit d'épargne financière, il vous faudrait un taux de rendement qui approche les 10%, 9 et quelques pourcents, pour effectivement avoir 126 000 dans 12 ans. Voilà, donc c'est effectivement, ça permet effectivement de capitaliser. Pourquoi? Ce n'est pas de la magie, hein, c'est 9%, c'est ce qu'on évoquait, c'est ce que tu as évoqué par le terme, l'anglicisme leverage. C'est effectivement, j'ai levé de la dette, j'ai investi de l'argent que je n'avais pas et c'est comme ça effectivement que j'ai gagné de l'argent. Parfait. On va essayer d'accélérer un petit peu. Je vois que l'heure tourne et je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées sur le côté. Donc, peut-être très brièvement sur simulation sur 20 ans. Est-ce que tu peux… je pars directement sur… Simulation sur 20 ans, c'est tout simplement parce qu'effectivement, on évoque le fait de pouvoir revendre le bien. Ce n'est pas une obligation. Pourquoi on le fait? Parce qu'effectivement, on n'a plus cette réduction fiscale qu'on a empruntée, qu'on avait donc des intérêts d'emprunt aussi, et que petit à petit, on vient se recréer de la fiscalité. Il ne faut pas s'en cacher non plus. Et effectivement, petit à petit, l'épargne va devoir être plus importante, effectivement, au fur et à mesure des années qui en découlent. Alors, pour autant, ça a du sens aussi. Vous capitalisez, peut-être que le bien, sur un horizon encore plus long terme, aura tendance à prendre de la valeur. Ce n'est pas ce que je vous présente non plus ici, effectivement. Mais au bout de 20 ans, vous avez un bien immobilier de 230 000 euros s'il n'a pas pris de valeur qui est payé. Ça vous a coûté effectivement 640 euros sur 20 ans et vous avez fait un gain de 76 000 euros, soit effectivement un taux de rendement d'environ 4%. Voilà. Donc, c'est une stratégie, encore une fois, qu'on va adapter aussi à la personne qu'on a en face de nous et à la situation des gens. J'ajouterais que l'attrait du crédit, c'est aussi une opération de prévoyance. S'il arrive quelque chose à un des conjoints, puisque c'était aussi une des préoccupations de mes clients, c'est que vous avez un crédit, il y a une assurance emprunteur. Et par conséquent, effectivement, vous avez le bien qui est remboursé effectivement et qui génère du revenu locatif. Okay. Je me permets, Nicolas, une petite aparté. Je vois quand même que j'avais dit que je ne regarderais pas les questions, mais je les regarde quand même. Evelyne qui évoque qu'il y a des charges locatives à soustraire. Il faudrait peut-être parler du revenu net, mais ça tombe bien, Evelyne, parce qu'effectivement, je n'ai pas mis le détail dans ce tableau pour être
un peu synthétique et plus simple pour les gens qui nous écoutent. Mais les 480, ils tiennent compte de tout ça, effectivement. Ils tiennent compte des charges locatives, des charges de copropriété, de la taxe foncière, des honoraires de gestion si vous en avez, parce que vous le faites effectivement peut-être géré par quelqu'un, d'une assurance loyer impayé. Voilà, ils tiennent compte de tous ces éléments-là. Alors après, vous aurez peut-être un coup de peinture à remettre effectivement en 10 ou 15 ans dans le logement. Mais effectivement, cette épargne, elle tient compte de tous ces éléments, y compris d'une éventuelle fiscalité s'il y a une revalorisation de loyer. Voilà, je pense que c'était important de le préciser. Et on parle de frais de notaire aussi. Guillaume mentionne ça dans le chat. Je pense que c'est important de préciser que ce que tu montres là, le cas que tu montres là, prend tout ça en compte. Sauf cas exceptionnel, j'ai un tremblement de terre, il faut refaire les murs. Ou une inondation, et puis voilà. Mais, tout à fait. Ça prend tout ça en compte. Donc, le rendement… On a tenu compte de tous les paramètres, exactement. Exactement. Et encore une fois, je veux juste qu'on soit très clair ici. Notre objectif n'est pas de vous vendre un rendement. Notre objectif est de exposer différents dispositifs pour que vous compreniez ce qui est possible de faire en vous donnant des cas concrets qui ont été traités, et tous ces chiffres sont basés sur des cas concrets. Donc, il faut être clair. L'idée, ce n'est pas de vous vendre un Pinel, un PER ou le dernier dispositif qu'on va vous présenter maintenant, mais c'est vraiment de vous dire, voilà, il y a pas mal de dispositifs. Venez si vous avez besoin, trouvez un conseiller pour en discuter, et venez sur Neofa pour le trouver. On vous aidera à échanger avec eux. Et on est là, je me permets d'ajouter, Nicolas, pour amener les éléments de réflexion aux clients, pour leur transmettre ces informations, tout dire. On est obligé aujourd'hui ne pas être exhaustif, évidemment, sinon on y passerait la soirée, mais pour amener tous les éléments de réflexion et que le client puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause. On a tout un tas de solutions à notre disposition. On n'est pas contraint à leur en vendre une plus qu'une autre. Ouais, vous êtes contraint à rien vendre, vous êtes surtout contraint à conseiller, et c'est ça qui fait un petit peu voilà, ce qu'on essaye de mettre en place avec Neofa, c'est d'avoir des gens et des membres de notre plateforme qui sont là pour vous conseiller et pas pour vous vendre quoi que ce soit. Tout à fait. Donc, je rappelle, on a vu un premier cas avec des revenus, on va dire, assez importants, mais le PER est adaptable à n'importe quel type. Il y avait une question tout à l'heure qui était, est-ce qu'il y a un minimum pour créer un PER, Cyril? Peut-être tu lui répondre brièvement. Oui, très parce qu'on est déjà très short. Assez bref. Alors, non, on n'a pas de minimum pour investir sur un PER, donc ça veut dire que c'est véritablement adapté à tout un chacun. Après, encore une fois, quand on va mettre en place ce type de stratégie, bien évidemment, on va regarder les revenus actuels et on va essayer de projeter dans le temps en fonction des potentielles augmentations de revenus dans les prochaines années pour justement parfaitement maîtriser la fiscalité, que ce soit à l'entrée ou à la sortie. Donc, pas de minimum. En revanche, un point qu'on a évoqué, mais on pourra rentrer dans les détails encore une fois ultérieurement, c'est qu'on va avoir des plafonds de versement. Alors, ces plafonds qui sont limités en fait à 10% des revenus d'activité et que vous pouvez tous voir en fait sur votre avis d'imposition sur la dernière page. Vous avez les plafonds d'investissement sur les plans d'épargne retraite pour l'année en cours, mais également pour les 3 années précédentes, parce que vous pouvez cumuler les 3 dernières années quand le plafond n'a pas été utilisé. D'accord. Donc, premier cas, PER qui est vraiment adaptable à tout à chacun, en fait, hein, puisqu'il n'y a pas de minimum et qu'il y a un maximum plus qu'un minimum. Et donc, on peut vraiment bénéficier de manière très directe la même année d'une réduction d'impôt ou du revenu imposable, pardon, je m'exprime correctement. Et donc, c'est très accessible pour tout le monde. Deuxième cas, Pinel, constitution de patrimoine. Alors, le premier également, mais constitution de patrimoine avec effet de levier grâce à l'endettement et on va dire une optimisation fiscale dans le temps. Troisième cas, donc loi Pinel qui forcément est plus abordable pour des gens qui ont une capacité d'endettement ou alors qui ont pas mal de cash puisqu'ils peuvent acheter le bien en direct. Troisième cas, alors peut-être clairement pour des revenus déjà un petit peu plus importants, mais qui, je pense, ou alors avec des personnes qui ont une capacité d'endettement
importante aussi, qui est la loi Malraux, dispositif Malraux. Donc, il y a des gens qui sont venus vers toi. Est-ce que tu peux nous décrire pourquoi ils sont venus vers toi? Et après, on regardera la solution proposée. Cyril, je te demande d'être ultra précis, concis et très performant. On va essayer d'être le plus précis possible. Alors, encore une fois, c'était un couple d'une quarantaine d'années, même schéma familial, 3 enfants. Des revenus plus conséquents, petite parenthèse, sachant que le dispositif Malraux est également adaptable, hein, bien entendu, sur des revenus inférieurs à ce qu'on va voir. C'est juste que j'ai pris un cas concret relativement récent. Donc, revenu imposable sur ce foyer, 250 000 euros, et donc un impôt sur le revenu de l'ordre de 70 000 euros, avec encore une fois une tranche marginale à 41%. Alors, l'objectif ici de mes clients était encore une fois donc, réduction d'impôt, hein, c'est un objectif qu'on retrouve assez fréquemment. Mais également, et là ça va rejoindre un petit peu la deuxième solution présentée par Yann, se créer du patrimoine immobilier dans une logique de création de revenus complémentaires pour l'avenir, mais également dans une logique successorale, hein, à savoir préparer la transmission, essayer de faire un maximum pour créer du patrimoine qu'on va léguer par la suite aux enfants. Et donc, tu as choisi un Malraux pour une loi Malraux pour ces clients-là. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement quels en sont les principes fondamentaux? Bien sûr. Alors, très rapidement, encore une fois, et le but, c'est de vous présenter ça dans les grandes lignes et d'aller en détail peut-être sur un prochain rendez-vous. Le dispositif Malraux, en fait, c'est de l'immobilier locatif. C'est un investissement qui est destiné à investir dans de l'immobilier avec travaux sur des zones définies en fait par l'État, qui ont un caractère historique et qui sont encore une fois destination de la location. Donc, vous allez investir dans un bien locatif sur lequel vous allez faire un certain nombre de travaux, sachant que ces travaux vont être dirigés par les architectes des bâtiments de France, donc qui est un certain gage de qualité. Et l'avantage fiscal qu'on a derrière, c'est que le montant des travaux va vous apporter directement une réduction d'impôt, et là, non pas une réduction du montant de vos revenus imposables, mais une réduction d'impôt directement, qui est égale soit à 22%, soit à 30% du montant des travaux sur le bien. Donc, ça nous permet de créer du patrimoine immobilier locatif, donc qui va nous apporter des revenus complémentaires, mais également une réduction d'impôt qui sera donc égale à 22 ou à 30% du montant des travaux et qu'on va pouvoir répartir sur 3 années. Alors, bien entendu, sur le Malraux, on va avoir des contraintes, hein, comme sur tous les dispositifs, il faut en être conscient. La contrainte la plus importante, c'est qu'on va être obligé de mettre ce bien en location pour une durée de 9 ans et en location nue, donc pas de bail meublé. Et deuxième contrainte, c'est qu'on est obligé de mettre le bien en location dans les 12 mois qui suivent la fin des travaux. D'accord. Donc, moi, de ce que tu me dis là, ce que je ressors de manière très concrète, c'est que, alors, contrairement aux 2 premiers dispositifs, alors celui-là est peut-être un petit peu moins accessible. Les 2 premiers sont, on a été crescendo, hein, le PER qui est accessible à tout le monde, la Pinel peut-être un petit peu moins, celui-là qui est encore un petit peu moins accessible. C'était l'objectif, hein, de présenter des dispositifs qui peuvent, où tout le monde peut s'identifier. Ce dispositif, moi, ce que je retiens clairement, c'est que, en fait, on a une réduction directe du montant d'impôt. On paye 10. Si les travaux, c'était, je ne sais pas, 10 000, eh bien, il y a 30%, donc 3 000 qu'on va enlever de ces 10. C'est direct, c'est concret, et on peut faire ça pendant 3 ans, c'est ça? Voilà, exactement. En fait, dans le dispositif Malraux, vous avez une limite de réduction d'impôt qui est égale à 400 000 euros sur une période de 4 ans. Donc, ça veut dire que c'est un dispositif que vous pouvez renouveler plusieurs fois. Ensuite, cette réduction d'impôt, donc encore une fois, qui est égale à 22 ou 30% du montant des travaux, ça dépend de la zone dans laquelle vous investissez, va pouvoir être répartie sur 3 années. Alors, ça peut être un tiers, mais en fait, ça va être en fonction de l'avancée des travaux. Donc, on peut, en fonction aussi de vos prévisions d'impôt sur le revenu sur les prochaines années, on peut faire, par exemple, 50% de réduction la première année, puis 25 et 25, par exemple. Ouais, ok. Et
si on va, bon là, c'est la solution que tu avais proposée, un investissement, projet Malraux dans les Yvelines? Voilà, exactement. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Encore une fois, je vois que tu retournes. Alors, encore une fois, l'idée, c'était vraiment de présenter à notre auditoire des cas concrets. Donc, là, c'était un projet Malraux, donc un bien situé en Île-de-France, hein, à Saint-Germain-en-Laye, pour ceux qui connaissent. Et si nous allons sur le slide suivant, voilà. Montant du bien à l'acquisition, donc 500 000 euros. Quand on fait du Malraux, on va distinguer deux parties dans le prix d'acquisition, à savoir le foncier et ces fameux travaux dont je parlais tout à l'heure. Donc sur le bien en question, on avait 30% du prix qui correspondait à la valeur foncière de votre bien immobilier, donc là en l'occurrence 150 000 euros, et 70% qui correspondait au montant des travaux. Donc encore une fois, 350 000 euros. Donc, sur ce bien, on était sur une réduction d'impôt équivalente à 30% du montant des travaux. Donc, 30% de 350 000 euros, ce qui nous apporte une réduction d'impôt de 105 000 euros qu'on va pouvoir répartir sur 3 années. Donc, encore une fois, si on répartit de manière équitable, on va être sur une réduction d'impôt de 35 000 euros par an pendant 3 ans. Mais encore une fois, on s'adapte à l'avancée des travaux, mais également aux projections de revenus et donc d'impôt sur le revenu de nos clients. Ça aurait très bien pu être 50 000, 50 000 et 5 000. Enfin, on peut s'adapter sur la répartition de la réduction d'impôt. Ça peut être tout en premier? Pardon? Est-ce que ça peut être tout d'un coup? C'est-à-dire les 105 000, je les. Alors, ça peut être si je paye suffisamment d'impôts, évidemment, pour que ça en vaille la peine. Ça peut être tout d'un coup, ça va être en fonction de la disponibilité du bien. Si le bien est disponible à la location dès la première année, effectivement, on va pouvoir appliquer toute la réduction d'impôt dès la première année, mais c'est rarement l'avantage pour le client qui préfère répartir sur plusieurs années. Encore une fois, tout dépend de la situation, tout dépend des revenus, tout dépend de l'impôt à payer par les investisseurs. Et encore une fois, comme l'a évoqué Yann, l'idée ici, c'est vraiment de présenter des cas concrets, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de solution universelle pour tout le monde et que chaque solution, et on est là pour ça, doit pouvoir s'adapter d'une part à votre situation, à la situation de l'épargnant, mais surtout aux objectifs et aux besoins de chaque client. Merci beaucoup. Tu as été très efficace sur cette partie. Malraux, merci d'avoir présenté ces cas et de permettre à nos participants de connaître un petit peu mieux quelques dispositifs. Je le rappelle, l'idée, c'est de pouvoir s'identifier, de comprendre de manière concrète ce que vous pourriez faire et comment vous pourriez le faire. Il y a quelques questions, enfin même pas mal de questions qui ont été posées. On ne pourra pas répondre à tout. Je vous invite, donc mes collègues mettront dans le chat un lien où vous pourrez prendre rendez-vous pour peut-être en discuter directement avec Yann et Cyril. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec eux. Voilà, pour avoir une discussion informelle, il n'y a aucun problème et aucun engagement là-dessus. Mais on va quand même essayer de répondre à un certain nombre de questions. Il y en avait un, peut-être Yann, pour toi. Les 12% de réduction d'impôt sur la loi Pinel, c'est sur quel montant? Alors, en fait, la loi Pinel, le principe, c'est que vous avez 2% du montant de l'investissement, 2% d'économie d'impôt, de réduction d'impôt du montant de l'investissement. On va faire simple, si vous avez investi 100 000, ce qui est peu probable, hein, soyez bien en loi Pinel, il n'y a pas de lot à 100 000 euros, mais si vous avez investi 100 000, bah effectivement, vous avez une réduction d'impôt de 2 000 euros par an pendant 6 ans. Ça, c'est le point de départ. Le premier engagement, il est de 6 ans. Donc, effectivement, 2% fois 6, ça fait 12%. Ou 12%. Ah, d'accord. 2% fois 6. C'est 2% fois 6 ans égale à 12%. Vous avez la possibilité de le proroger jusqu'à 9 ans et de bénéficier encore de 2%, effectivement, sur les 3 dernières années. Donc, on passe la réduction d'impôt de 12% à 18% parce que c'est 2% fois 9. Et effectivement, si on va aller un petit peu plus loin et bénéficier encore d'une réduction d'impôt sur les 3 dernières années, c'est-à-dire de 9 ans à 12 ans, là, à ce moment-là, la réduction passe de 2% à 1%, ce qui fait au total 21% si jamais on a été au bout effectivement, de ces 12 ans. Voilà. Donc 21% est la somme, le pourcentage maximal qu'on peut économiser en termes d'impôt, 21% représentant le pourcentage du coût d'acquisition. Voilà. D'accord. On est d'accord que ça, par contre, c'est ce montant. Donc, on reprend ton exemple, 100 000, donc 2 000 par année. Oui. C'est
de suite déductible du montant à payer, c'est ça? Tout à fait. L'année de la livraison du bien, ça vient en déduction de votre impôt. Si vous payez 6 000 €, ben, vous en paierez plus que 4. D'accord, parfait. J'ai vu une question intéressante sur le PER, où on pose la question, donc c'est Guillaume qui nous pose cette question, avec l'inflation, sommes-nous sûrs que le PER sera rentable au final? Cyril, Alors, effectivement, c'est une question que j'avais notée, qui est intéressante. Toutes les questions sont intéressantes. Et encore une fois, on y répondra peut-être après le webinaire, mais on essaiera de répondre vraiment à toutes vos questions. Effectivement, aujourd'hui, l'inflation, c'est la question centrale en termes d'investissement sur les marchés financiers, avec un niveau d'inflation qui explose de l'ordre de 5 à 6% en zone euro, du fait des politiques des banques centrales, mais également de la crise ukrainienne. Donc, est-ce le bon moment, par exemple, pour investir sur les marchés via un PER, via une assurance vie ou une autre enveloppe? Encore une fois, tout va dépendre de comment sont gérés les versements. Effectivement, investir aujourd'hui 100% sur un fonds euro qui va vous distribuer une rentabilité de 1 ou 1,5%, ça ne va pas du tout combler le gap d'inflation qu'on va avoir aujourd'hui. D'où l'intérêt, en fait, encore une fois, de passer par des cabinets de gestion comme les nôtres qui vont vous proposer une véritable gestion active de votre épargne. Donc, quand on parle de gestion active, ça veut dire une répartition entre fonds euros et des unités de compte, encore une fois, adaptées à votre profil de risque en tant qu'investisseur. Et l'idée, là, va être bien évidemment de battre au moins le marché, de battre l'inflation et d'aller chercher des rentabilités de 4, 5, 6%. Encore une fois, l'inflation à 5-6% qu'on a depuis quelques semaines, a priori, ne va pas durer. On va rester sur une inflation élevée pour les prochains mois, mais pas aussi élevée que 5-6%. Mais l'idée, bien évidemment, tout va dépendre des sous-jacents et de la gestion que vous faites sur votre PER. Et encore une fois, on est là, nous, pour conseiller et pour accompagner nos clients sur le type de gestion à mettre en place. Parfait. Je vois qu'il y a une autre question qui est arrivée sur le chat où on demande, donc c'est Florian qui demande, dans le calcul du montant de la réduction d'impôt en Pinel, il n'y a pas les frais de notaire en plus à intégrer au prix de l'immobilier. Je rappelle que l'exemple qui a été donné tout à l'heure inclut tout ça. Donc, s'il y a déjà… Après, alors, ce que veut dire Florian, je vais lui répondre, c'est qu'effectivement, je parlais bien de prix de revient tout à l'heure. Je ne sais pas si les gens ont noté. En fait, quand vous achetez un bien, effectivement, de 200 000 € par exemple, votre réduction d'impôt, elle ne va pas être sur 200 000, elle va être sur 200 plus les frais de notaire. Je parle bien des frais de notaire par contre, pas des frais de garantie. Effectivement, si on prend 2,5 à peu près, ça fera 205 000 € et c'est effectivement sur ces 205 000 € que ça s'appliquera la réduction d'impôt. Je prends une dernière question parce que j'aime bien qu'on reste sur le timing qu'on s'est fixé. Dernière, et on était sur le Pinel, donc je suggère qu'on y reste et qu'on termine là-dessus. Les loyers de la location Pinel, donc c'est Isabelle qui nous demande, n'augmentent-ils pas la fiscalité à un certain moment du fait de la diminution des intérêts d'emprunt et des charges initiales? Yann? Tout à fait. J'évoquais le fait tout à l'heure qu'on a des taux d'intérêt qui sont très bas. Bon, bah ça, c'est le bon côté. Effectivement, comme ils sont très bas, au fur et à mesure des années, les intérêts d'emprunt se réduisent. L'assurance emprunteur aussi à intégrer dans le coût. Effectivement, ils se réduisent et vous allez venir vous créer du bénéfice foncier. Donc, ce bénéfice foncier va créer de la fiscalité. Quand j'évoquais tout à l'heure mon exemple de 480 €, il faut savoir que sur les 480 € d'épargne, il y a à peu près 80 € effectivement de nouvelles fiscalités. Donc, vous allez effectivement une économie globale qui est très importante, mais vous allez vous créer une fiscalité. On en tient compte évidemment, et c'est aussi pour ça, et je finirai là-dessus, ce qu'a dit Cyril aussi, c'est du sur-mesure. Quelqu'un qui est dans une tranche à 45% ne sera pas forcément pertinent d'aller sur un dispositif Pinel, parce qu'effectivement, il va se générer un bénéfice foncier qui va annihiler la réduction d'impôt Pinel. Nous, on est là pour vraiment proposer la solution en fonction du client. Parfait. Voilà, il est 18h59 et passé de quelques secondes. Je vois qu'il y a énormément de questions qui continuent à arriver. Malheureusement, on ne pourra pas
toutes les traiter. Je vous suggère, vous avez les liens sur le chat, de peut-être prendre rendez-vous directement avec Cyril et Yann, encore une fois, pour en discuter avec eux. Et n'hésitez pas à vous connecter via la plateforme pour prendre ces rendez-vous ou alors sur les liens qu'on vous a envoyés. On va refaire un webinaire, vous le savez, tous les mois. Prenez cette habitude. On vous enverra l'invitation. On fera un webinaire le mois prochain. Il y a de fortes chances qu'on en fasse un entre deux. Vous savez qu'on avait fait un point de situation sur les marchés par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Je pense qu'on va refaire entre deux webinaires thématiques un point de situation sur les marchés d'ici 2-3 semaines. Vous recevrez de toute façon un email avec l'invitation. Merci à tous d'avoir participé. Merci Yann, merci Cyril pour toutes ces informations. Merci à vous tous, merci Nicolas. Et puis, au plaisir de vous retrouver dans quelques semaines pour un nouveau webinaire et d'ici là sur la plateforme Neofa. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.